Sous le ciel changeant de la Méditerranée, Rome s'étendait comme une mer de toits et de colonnes. À la fin du 1er siècle avant notre ère, la cité n'était plus seulement une ville, mais un monde à elle seule. Ses remparts s'ouvraient sur des routes qui menaient aux confins de l'Espagne, de la Gaule et de l'Orient. Dans ces rues se croisaient des langues multiples, des marchandises venues de toutes les rives, des hommes libres et des esclaves par dizaines de milliers. La grandeur de Rome se donnait à voir dans chaque pierre de ses monuments, dans chaque cortège traversant le forum, dans l'agitation incessante de ses marchés. Et pourtant, derrière ce décor éclatant, tout semblait fragile. Les institutions républicaines, nées des siècles plus tôt pour préserver l'équilibre des pouvoirs, cédaient peu à peu sous le poids des ambitions. Les familles nobles se disputaient les charges comme des héritages privés, les tribuns excitaient la colère du peuple, et les généraux victorieux rapportaient de leur campagne non seulement des richesses, mais une autorité que ni le Sénat ni les lois ne pouvaient réellement contenir. L'ordre républicain, qui avait fait la force de Rome, tremblait sur ses fondations. La ville elle-même reflétait ses contradictions. Le marbre étincelait sur les temples, mais les ruelles étroites des quartiers populaires s'enfonçaient dans la poussière et l'ombre. Les patriciens festoyaient dans leurs villas décorées de fresques, tandis que les masses se pressaient dans les insulae bondées, guettant la distribution de blé. Chaque soir, le tumulte des cris et des rumeurs montait jusqu'aux collines, révélant une cité immense mais traversée de fractures invisibles. C'est dans ce monde que naquit Marc-Antoine, issu d'une lignée ancienne mais appauvrie. Sa famille portait encore l'éclat du nom, mais non plus la solidité de la fortune. Les dettes pesaient, les revers s'accumulaient. L'enfant grandit dans une maison où la noblesse du sang n'effaçait pas l'inquiétude du lendemain. Il n'hérita pas du calme austère des familles patriciennes établies, mais plutôt de l'instabilité d'une lignée sur le déclin, oscillant entre grandeur passée et fragilité présente. Dans les rues de Rome, il observa dès l'enfance la dureté des rapports humains, la violence des affrontements, les contrastes saisissants entre la richesse insolente et la misère tapageuse. Il respira l'air d'une cité en perpétuel conflit, où chaque murmure pouvait cacher une trahison, où chaque sourire pouvait masquer une rivalité. Cette atmosphère forgea son caractère, vif, ardent, souvent emporté. Marc-Antoine serait un homme de passion, parce qu'il avait grandi au milieu des contradictions les plus intenses. La cité qui l'entourait ne lui montrait pas seulement des murs et des places. Elle lui offrait le spectacle quotidien des cortèges triomphaux, des discours enflammés, des jugements publics où un seul mot pouvait briser une réputation. Elle lui apprenait que Rome n'était pas faite pour les timides, que la survie exigeait d'oser, de séduire, de s'imposer. Dans ce monde où les alliances se faisaient et se défaisaient en un instant, il comprit vite que la force seule ne suffisait pas. Il fallait aussi l'art de la parole, la présence, le charisme. Chaque jour, les tambours des légions résonnaient jusque dans les collines. La guerre n'était jamais loin, et pour un jeune homme de sa condition, elle représentait autant une menace qu'une promesse. C'est là que se dessinait déjà sa destinée. Rome ne pouvait offrir de véritable avenir qu'à ceux qui osaient prendre les armes, et Antoine, dès l'enfance, pressentit que son chemin passerait par le tumulte des batailles. Ainsi, dans une ville immense et déchirée, un enfant aux yeux sombres et aux pas décidés grandissait à l'ombre des monuments et au milieu du tumulte. Rien ne laissait encore deviner qu'il deviendrait l'un des hommes les plus célèbres de son temps. Compagnon de César et amant de Cléopâtre, acteur majeur de la fin d'une république millénaire. Mais déjà, dans le souffle inquiet de Rome, se préparait le destin flamboyant et tragique de Marc-Antoine. Dans l'arbre touffu des lignées romaines, la famille des Antoni portait encore un nom respecté. Et son éclat s'était terni.
Les générations précédentes avaient exercé le pouvoir, tenu des magistratures, commandé des armées. Leur sang appartenait à cette noblesse ancienne qui avait bâti la République. Mais au temps où naquit Marc-Antoine, ce prestige n'était plus qu'une parure fragile. Les dettes s'accumulaient, les revers pesaient sur la maison. L'autorité héritée des ancêtres survivait dans les souvenirs, non dans la réalité quotidienne. Son père, connu sous le surnom de Créticus, s'illustra peu et mourut prématurément, laissant derrière lui davantage d'embarras que de gloire. Il avait commandé une expédition contre les pirates de Méditerranée, mais l'entreprise s'acheva sans éclat, ternie par des maladresses. Sa disparition priva la famille d'un appui solide, et c'est à la mère, Julia, que revint le poids du foyer. Elle appartenait à la prestigieuse lignée des Julii, apparentée de loin à celle de César. Mais son mariage avec un Antoine désormais déchu lui imposa une vie de lutte silencieuse. Femme de caractère, elle affronta les créanciers, les rumeurs, les difficultés d'une maison où la dignité sociale n'effaçait pas les inquiétudes matérielles. C'est dans cette atmosphère tendue que grandit Marc-Antoine. L'enfant vécut à la fois dans la conscience de sa noblesse et dans l'ombre de ses dettes. Il portait un nom que l'on respectait encore, mais il sentait que ce nom seul ne suffisait plus à ouvrir toutes les portes. Cette dualité imprima en lui une marque profonde, une fierté indomptable mêlée à un désir de prouver par ses propres actions qu'il méritait l'héritage de ses ancêtres. L'absence du père forgea aussi une enfance particulière. Antoine n'eut pas devant lui le modèle stable d'un homme d'autorité. Il grandit dans une relative liberté, livré à ses élans, entouré de camarades bruyants qui partageaient son goût de l'excès. Il apprit vite à vivre dans le tumulte, à s'imposer par sa présence plus que par la discipline. Ses débuts furent marqués par l'insouciance des banquets, le goût pour le vin et les fêtes tapageuses. Mais derrière ces débordements se dessinait une autre qualité, une énergie brute, une vitalité ardente que la vie militaire allait bientôt canaliser. À Rome, l'éducation des jeunes nobles se faisait au contact des armes autant que des livres. Antoine ne fut pas un esprit tourné vers la philosophie, ni vers l'éloquence raffinée. Sa nature l'entraînait davantage vers l'action, vers l'éclat immédiat du courage. Les récits de bataille, les exemples de généraux victorieux allumaient son imagination. Il se voyait déjà sur le champ de guerre, drapé dans la gloire des triomphes. Le goût du panache prit racine très tôt dans son caractère. Il voulait non seulement vaincre, mais briller, se faire remarquer, vivre dans la clameur des exploits. Ses premières expériences confirmèrent cette inclination. Au contact des armes, il découvrit une discipline qui convenait à sa vigueur. Là où l'étude lui paraissait fade, l'exercice militaire lui donnait une ardeur nouvelle. Il apprit à manier le cheval, à conduire une troupe, à soutenir la fatigue des marches. Les jeux bruyants de l'enfance cédaient la place à une endurance plus virile. Dans l'effort et le danger, il trouvait une forme de vérité qui le captivait. Pourtant, les ombres ne s'effacèrent pas. La jeunesse de Marc-Antoine resta marquée par l'incertitude. Il devait constamment composer avec le contraste entre l'orgueil de son nom et la précarité réelle de sa condition. Ce déséquilibre nourrit en lui un tempérament instable, oscillant entre la légèreté des plaisirs et la gravité des ambitions. Il savait qu'il n'était pas un héritier assuré de l'ordre établi. Il lui faudrait conquérir sa place par l'audace, par le courage, parfois par la provocation. Ainsi, ses années de jeunesse ne furent pas celles d'un héritier tranquille, mais d'un jeune homme façonné par les contradictions. Dans les rues de Rome, il respirait l'air des dettes, des rivalités, mais aussi celui des promesses que la gloire militaire semblait offrir à ceux qui savaient la saisir. Dans le tumulte des banquets et l'éclat des premières campagnes, se forgeait déjà la figure qu'il allait devenir.
Un homme ardent, flamboyant, prêt à brûler les étapes, mu par un désir farouche de vivre à la mesure de ses ancêtres, et peut-être même au-delà. Le premier vrai contact de Marc-Antoine avec la guerre eut lieu loin des rues familières de Rome. L'Orient l'attira d'abord avec ses campagnes étendues et ses horizons brûlés de soleil. Là, il entra dans le tumulte des légions parmi les hommes de troupe, au milieu des tentes dressées dans la poussière, des armes qui résonnaient contre les boucliers, des ordres criés à travers le vacarme des chevaux. Pour la première fois, il ne portait plus seulement un nom. Il devait se prouver dans l'épreuve commune, dans la sueur et le sang. Le choc fut brutal. Rien ne préparait réellement un jeune noble aux réalités de la guerre. Le poids de l'armure, la poussière qui collait à la peau, les longues marches qui épuisaient le corps avant même que la bataille ne commence. Puis venait le tumulte du combat, où tout se brouillait, les cris, l'éclat du fer, l'odeur âcre du sang mêlé à la poussière. Dans ce chaos, Antoine trouva paradoxalement une forme de clarté. Là où d'autres hésitaient, il avançait. Là où la peur paralysait, il se lançait avec une énergie presque insouciante. Ce courage ne passait pas inaperçu. Les soldats qui jugent vite les hommes qui les commandent reconnaissaient en lui une audace brute, une manière d'affronter le danger qui suscitait le respect. Antoine, de son côté, découvrait la camaraderie militaire, cette fraternité forgée dans l'effort partagé, plus solide que n'importe quelle alliance politique de Rome. Les nuits autour du feu, les rires fatigués, les récits des anciens façonnaient une autre éducation, celle qui apprend la valeur des hommes au-delà des titres et des fortunes. La Gaule ensuite l'initia aux campagnes plus rudes encore. Les forêts sombres, les pluies glacées, les embuscades imprévisibles. Ici, il ne s'agissait plus seulement d'affronter un ennemi en ligne de bataille, mais de survivre dans un pays hostile, de deviner le piège derrière chaque colline. Antoine y révéla un tempérament fait pour les situations extrêmes. Sa vigueur physique, sa voix puissante, sa présence imposante inspiraient confiance. Les légionnaires le suivaient parce qu'il partageait leur fatigue, parce qu'il riait et buvait avec eux sans distance. Mais il savait aussi que ses élans pouvaient le pousser à l'excès, que son audace frôlait parfois la témérité. Dans ses campagnes, il apprit aussi à commander, non pas seulement en répétant les ordres venus d'en haut, mais en gagnant l'adhésion de ses hommes. Et il découvrit qu'un chef ne se définit pas seulement par son rang, mais par sa capacité à entraîner les autres, à faire croire que la victoire est possible même quand tout semble perdu. Antoine possédait ce don instinctif, nourri de sa fougue naturelle et de son goût du panache. Son allure, sa façon de s'exprimer, son énergie débordante le rendaient inoubliable. Mais ce tempérament séduisant inquiétait aussi. Ses supérieurs voyaient en lui un soldat valeureux, mais aussi un esprit difficile à contenir. Son goût pour le vin, son penchant pour les plaisirs bruyants le rendaient imprévisible. Dans les camps, il était à la fois l'âme des festins et l'homme que l'on redoutait de contrarier. Ses qualités éclatantes s'accompagnaient toujours d'une ombre, celle d'un excès qui, mal dirigé, pouvait devenir faiblesse. Pourtant, ces contradictions faisaient partie de sa force. Dans la poussière des routes de Gaule, comme sous le soleil implacable de l'Orient, Antoine se forgeait une identité. Plus qu'un noble appauvri, plus qu'un jeune homme emporté, il devenait un soldat romain, c'est-à-dire un homme façonné par la discipline du fer et la brutalité des guerres. Le goût du danger, l'ivresse du combat, la clameur de la victoire allaient désormais nourrir son existence. Ses premières campagnes ne lui donnèrent pas encore un rôle politique, mais elles gravèrent en lui une certitude.
Sa vie ne se construirait pas dans la discrétion des offices civils, mais dans l'éclat des champs de bataille. Dans les regards de ses compagnons, il découvrait la reconnaissance immédiate que Rome refusait parfois aux siens. Dans le fracas des armes, il avait trouvé sa place, et déjà se dessinait à travers ses gestes l'image future de Marc-Antoine, un homme flamboyant, plus grand que nature, qui fascinait autant qu'il inquiétait, et dont le destin se jouerait toujours au bord de l'excès. Sous le ciel changeant de la République, un homme allait croiser la route de Marc-Antoine et donner un sens nouveau à son ambition. Jules César, figure immense, silhouette déjà auréolée de victoire, entra dans sa vie comme une réponse aux incertitudes de son enfance. Pour le jeune soldat encore emporté par ses excès et ses élans, cette rencontre fut plus qu'une alliance, elle devint une direction, presque une révélation. Antoine avait déjà goûté au tumulte des batailles, il connaissait la fatigue des marches et la poussière des camps, mais auprès de César, il découvrit autre chose. L'art de transformer la guerre en théâtre, la politique en conquête. César n'était pas seulement un général, il était un stratège des hommes et des foules, capable de séduire ses légions comme de dominer le Sénat. Antoine, instinctif et ardent, trouva en lui un modèle où se mêlaient rigueur et éclat. Le lien se tissa d'abord sur les champs de bataille. En Gaule, Antoine n'était plus seulement un officier parmi d'autres, il devint le bras droit, celui qui transmettait les ordres, qui calmait les légions en colère, qui galvanisait les soldats dans les moments de doute. Dans le vacarme des assauts, on l'apercevait à cheval, imposant par sa voix et par sa présence, écho visible de l'autorité de César. Les hommes voyaient dans Antoine la vigueur de la jeunesse, dans César la sagesse du commandement. Les deux formaient un équilibre, presque une image partagée du pouvoir. Mais leur relation ne se limitait pas aux batailles. Dans les tentes dressées après les victoires, dans les banquets sobres ou animés, César parlait à Antoine comme on parle à un fils. Il voyait en lui une fougue à canaliser, un talent brut qu'il fallait polir sans l'éteindre. Antoine, lui, découvrait une figure paternelle qu'il n'avait jamais eue. L'absence de son père, le vide laissé dans sa jeunesse, trouvaient soudain une compensation dans cette proximité. Plus qu'un chef, César devenait un guide, une référence à laquelle il pouvait se mesurer. Beaucoup voyaient en Antoine l'ombre fidèle, le lieutenant qui ne quittait jamais le général. D'autres y devinaient une dépendance, presque une soumission. Mais Antoine n'y voyait pas une diminution. Il savait qu'auprès de César, il grandissait, que chaque campagne le hissait un peu plus haut dans l'estime des soldats et dans l'arène politique. La gloire de César rejaillissait sur lui, et il l'acceptait avec la fougue de celui qui croit participer à une destinée plus vaste que la sienne. Leur fidélité se confirma dans les heures les plus troubles. Lorsque César affronta les résistants du Sénat, lorsque ses ennemis l'accusèrent d'ambition démesurée, Antoine fut de ceux qui le défendirent sans hésitation. Il prit la parole, usa de son éloquence encore rugueuse, mais efficace, pour soutenir la cause de son général. Dans une Rome où les alliances changeaient au gré des intérêts, cette constance surprenait. Elle faisait d'Antoine non seulement un soldat loyal, mais un compagnon de route dont la voix résonnait dans les assemblées avec une assurance nouvelle. À mesure que les triomphes s'accumulaient, Antoine s'imposait comme une extension de César lui-même. Ses victoires étaient celles de son maître, mais son audace lui valait une reconnaissance personnelle. On l'aimait pour son panache, on le craignait pour son excès. Et pourtant, derrière chaque geste éclatant, on devinait l'influence discrète mais ferme de César, comme une main invisible qui orientait ses pas.
Il y avait entre eux plus que de la politique, plus que de la stratégie. C'était une fidélité intime, faite d'admiration et de reconnaissance. Antoine, en César, voyait l'homme capable de défier l'ordre établi, de franchir les limites qu'aucun autre n'osait franchir. César, en Antoine, voyait l'incarnation d'une jeunesse vibrante, capable de donner chair à ses ambitions. Ensemble, ils formaient une alliance qui dépassait les calculs ordinaires, une fraternité de fortune et de destinée. Et pourtant déjà, les ombres s'accumulaient. La République vacillait, les haines s'aiguisaient, et César, en gravissant toujours plus haut, se rapprochait du sommet autant que du précipice. Antoine, fidèle, suivait son pas. Il ne cherchait pas à prévenir la chute, peut-être parce qu'il croyait que César était invincible, peut-être parce qu'il ne concevait pas d'autre avenir que dans son sillage. Le jour s'annonçait comme tant d'autres dans Rome. Le ciel clair baignait les colonnes du Sénat d'une lumière douce, et rien, en apparence, ne laissait présager la déchirure qui s'apprêtait à bouleverser la République. César marchait vers la curie, entouré de ceux qu'il croyait être ses pairs, ses alliés, ses amis. L'air était lourd de murmures, de complots longtemps mûris dans l'ombre, mais au milieu de la foule, personne n'osait imaginer que l'histoire allait basculer en quelques instants. Marc-Antoine, ce jour-là, ne se trouvait pas à ses côtés, peut-être par hasard, peut-être parce que les conjurés l'avaient volontairement écarté. Lui, le plus fidèle, l'ombre indissociable du général, ne vit pas de ses yeux la première lame s'abattre. Mais le bruit parvint vite, comme une vague qui se répand. Des cris étouffés, le tumulte soudain d'un corps entouré de mains ennemies. César tombait sous les coups de ceux qui l'avaient épargné, de ceux qui l'avaient comblé d'honneur. Les poignards frappaient encore quand la stupeur gagna Rome. Dans la poussière et le sang, la République semblait reprendre un souffle ancien, mais c'était en réalité une fracture qui s'ouvrait. Antoine, tenu à l'écart, sentit dans le même instant la perte irréparable et le vide immense qu'elle laissait. L'homme qu'il suivait comme un père, l'étoile qui guidait son ambition, venait d'être brisé par la main des siens. Il ne restait que les coups du fer et le silence lourd d'un meurtre sacrilège. Les heures qui suivirent furent confuses. Rome hésitait entre l'effroi et l'exultation, entre la peur d'un chaos et l'espoir d'un retour à l'ordre républicain. Les conjurés parlaient de liberté retrouvée, mais leur voix tremblait. Le peuple, lui, ne savait pas encore de quel côté se tourner. Antoine, malgré le danger qui le guettait, sut alors qu'il devait agir. Sa loyauté, son tempérament flamboyant, son lien intime avec César, l'appelait à prendre la parole là où les autres se taisaient. Lors des funérailles, il avança au milieu de la foule comme un homme porteur d'un secret plus grand que lui. Le corps de César, exposé aux yeux de tous, devenait le miroir d'une trahison insupportable. Antoine, d'abord grave et mesuré, parla de l'homme, du chef, de l'ami. Sa voix, chargée d'émotions contenues, réveillait dans l'assemblée le souvenir des victoires, des triomphes, des dons généreux de César au peuple. Puis, peu à peu, les mots se firent plus vibrants, plus enflammés. Il montra les blessures, il égrena les noms des assassins. Le silence se transforma en rumeur, puis en clameur. Les visages se mouillèrent de larmes. Les poings se serrèrent. Antoine savait manier l'émotion comme une arme, et ce jour-là, il en fit un glaive. La foule, d'abord hésitante,
fut emporté par sa voix. Les conjurés, qui pensaient avoir restauré la République, virent s'écrouler leur fragile victoire sous la colère populaire. On parla de bûchers improvisés, de flammes qui dévorèrent les rues, de cris appelant vengeance. Antoine n'avait pas frappé un seul coup de poignard, mais dans l'instant des funérailles, il changea le cours des choses. De simple lieutenant, il devenait l'héritier moral, le dépositaire de la mémoire de César. Rome basculait, et lui avec elle. La fidélité qu'il avait liée à son maître ne s'éteignait pas avec la mort. Elle se transformait en force nouvelle, en légitimité politique. Dans les cendres encore fumantes du bûcher, il comprit que son destin n'était plus seulement d'être l'ombre d'un autre, mais de porter en lui le poids d'une république en lambeaux. Ce moment resta suspendu dans la mémoire de tous. Le geste des conjurés, pensé comme une libération, se révéla être l'ouverture d'une guerre nouvelle. Le sang de César, montré au peuple par les mots d'Antoine, n'appelait pas la paix, mais la vengeance. Et Antoine, emporté par sa fougue, en devint l'instrument. Sa voix avait fait trembler Rome. Sa présence avait transformé la douleur en colère. Désormais, rien ne pourrait plus le ramener à l'ombre tranquille d'un second rôle. Dans le silence qui suivit l'émeute, au milieu des cendres et des lamentations, Antoine demeurait seul face à une évidence. Le monde qu'il avait connu venait de s'effondrer. César n'était plus, mais son héritage vivait en lui, brûlant, impérieux, presque écrasant. Ce n'était pas une victoire, ni une consolation. C'était le fardeau d'un destin qui l'attendait, lourd de passion, de guerre et de rupture. Ainsi, en quelques jours, Antoine passa du rôle de spectateur impuissant à celui d'acteur central. Le meurtre d'un homme avait révélé une fracture irréversible, et sa voix, ce jour-là, avait ouvert une ère nouvelle. Rome, ébranlée, avançait vers un avenir incertain. Et Antoine, porté par l'ombre et la mémoire de César, y marchait avec elle, vers sa propre grandeur et vers sa perte. Le meurtre de César avait laissé Rome vacillante, comme une maison dont on avait brisé les colonnes. Dans ce chaos, chacun cherchait sa place. Les conjurés, d'abord acclamés, se retrouvèrent bientôt pourchassés par une opinion qui se retournait contre eux. Et dans ce vide de pouvoir, trois figures s'avancèrent, liées moins par l'amitié que par la nécessité. Octave, jeune héritier officiel de César, Lépide, homme d'influence modérée mais solidement ancré dans les institutions, et Marc-Antoine, compagnon de toujours, héritier de fait par la fidélité et la voix. La rencontre entre ces trois hommes donna naissance à un accord sans précédent. Le triumvirat. Ce n'était pas une alliance de cœur, mais un pacte de survie. Chacun apportait une pièce indispensable. Octave avait la légitimité des textes, le nom que César lui avait transmis. Antoine possédait l'appui des légions et la force de sa popularité. Lépide, lui, offrait la stabilité des charges officielles, un pont entre la violence des ambitions et l'ordre des institutions. Ensemble, ils prétendaient restaurer l'équilibre. En vérité, ils partageaient le monde comme on découpe un butin. Le prix de cette entente fut lourd. Les proscriptions furent décidées avec une froideur glaciale. Des listes circulèrent affichant les noms des ennemis à abattre. Sénateurs, chevaliers, riches notables, quiconque pouvait menacer le pouvoir des trois hommes devenait une cible. Le sang coula dans les rues. Les fortunes furent confisquées, les familles brisées.
Antoine, Octave et Lépide scellaient ainsi leur domination dans la peur et la violence, convaincus qu'aucune autre voie n'était possible. Rome tremblait sous les cris des condamnés, et pourtant elle acceptait, parce que l'alternative semblait être le chaos absolu. Antoine, dans ce climat, se tenait à la fois solide et instable. Solide parce qu'il avait trouvé une place centrale dans ce triumvirat, instable parce que son tempérament flamboyant supportait mal la discipline des compromis. Octave, plus jeune mais déjà habile, avançait masqué derrière une façade de modestie. Lépide, effacé, servait de contrepoids fragile. Et dans l'ombre de cette alliance, chacun guettait les failles de l'autre, attendant le moment où la nécessité céderait la place à la rivalité ouverte. C'est dans cette période incertaine qu'Antoine rencontra Cléopâtre, la reine d'Égypte. Elle n'était pas une inconnue. Autrefois, elle avait déjà charmé César, offrant à Rome l'image fascinante d'un Orient fastueux et mystérieux. Mais avec Antoine, le lien prit une dimension différente. Ce n'était pas seulement une rencontre politique, une alliance utile. C'était une séduction réciproque, une attirance immédiate, faite de contrastes et de promesses. Cléopâtre représentait pour lui plus qu'une souveraine étrangère. Elle incarnait une autre manière de régner, une autre façon de vivre. Dans son palais d'Alexandrie, les intrigues de Rome semblaient soudain lointaines, presque dérisoires. Là où Octave avançait avec froideur calculée, la reine offrait à Antoine le miroir de ses propres excès. Faste, passion, intensité, et trouvait auprès d'elle ce que Rome ne lui donnait pas, la pression de régner pour lui-même, et non dans l'ombre d'un autre. Cette fascination prit racine dans une époque où il avait besoin d'échapper au carcan du triumvirat. À Rome, il fallait composer, calculer, céder. En Égypte, il pouvait briller, se perdre, se retrouver. La passion se mêlait à l'ambition. Cléopâtre n'était pas seulement une amante, elle était une promesse d'avenir, celle d'un empire partagé entre Orient et Occident, d'une puissance qui dépasserait même celle que César avait rêvée. Pourtant, cette liaison était aussi un piège, car à Rome, l'image d'Antoine commençait à se ternir. Le peuple le voyait non plus comme l'héritier flamboyant de César, mais comme un homme attiré par les richesses étrangères, comme un général tombé sous l'influence d'une reine. Octave sut exploiter cette perception avec une habileté glaciale. Il laissa grandir le récit d'un Antoine trahi par ses passions, dominé par l'Orient, éloigné des vertus romaines. Ainsi, l'alliance fragile du triumvirat se fissurait de toutes parts. Les proscriptions avaient cimenté la terreur, mais elles n'avaient pas apaisé les ambitions. Derrière les sourires forcés et les serments prononcés, chacun des trois hommes préparait déjà le moment de la rupture. Antoine, pris entre deux mondes, entre deux amours, Rome et Cléopâtre, avançait vers un destin où sa fougue serait sa force, mais aussi son piège. Rome, encore une fois, basculait dans l'incertitude. Et dans cette incertitude, Antoine trouvait à la fois sa grandeur et sa perte. Son nom brillait dans les assemblées, résonnait dans les camps, mais déjà son image se divisait. Fidèle compagnon de César pour les uns, prisonnier des charmes de l'Égypte pour les autres, il devenait le symbole d'un empire qui hésitait entre deux chemins. Le triumvirat n'était qu'un passage, une fragile trêve. La véritable lutte, celle qui déciderait du visage de Rome, ne faisait que commencer. En Égypte, Marc-Antoine entra dans un autre monde. Alexandrie n'était pas Rome. La ville portait en elle la mémoire des pharaons et l'héritage des Grecs, un mélange de temples et de bibliothèques, de mystères anciens et de savoirs raffinés. Pour un Romain formé à la rudesse des camps et à la sécheresse des lois du Sénat,
c'était un éblouissement. Ici, tout respirait le luxe, l'abondance, une sensualité dont Rome se méfiait, mais qu'Antoine, lui, accueillit comme une seconde nature. Dans ce décor fastueux, il retrouva Cléopâtre. La reine ne se contentait pas d'être une souveraine. Elle se faisait déesse vivante, maîtresse des rituels et des apparences. À ses côtés, Antoine découvrit un pouvoir enveloppé de soieries, parfumé d'encens, rythmé par les fêtes où le vin coulait comme une promesse d'oubli. Il se laissa emporter. Général aguerri, compagnon des campagnes les plus rudes, il goûtait désormais aux banquets interminables, aux processions somptueuses, à l'ivresse des nuits où la politique semblait se dissoudre dans le plaisir. Mais cette ivresse n'était pas qu'une fuite. Elle était aussi une façon de régner. En Égypte, Antoine se présentait non comme un lieutenant ou un associé, mais comme un roi. Avec Cléopâtre, il rêvait d'un empire partagé, d'un monde réorganisé autour d'eux. Il distribuait des terres, formait des projets grandioses, élevait leurs enfants au rang de princes. Dans cette union, se dessinait une alternative à l'ordre romain, une promesse d'avenir qui mêlait Orient et Occident. Pourtant, ce rêve était fragile, presque irréel. Car si l'Égypte le comblait de richesses et de faste, Rome, elle, observait avec méfiance. Les rumeurs circulaient, gonflées par la distance et par la plume habile d'Octave. On disait qu'Antoine s'était vendu à une reine étrangère, qu'il avait oublié ses devoirs de Romain, qu'il n'était plus qu'un jouet dans les mains d'une femme rusée. Chaque banquet d'Alexandrie devenait, aux yeux des Romains, une trahison. Chaque don de terre, une insulte aux traditions. Octave, plus jeune, plus froid, comprit vite la force de cette image, tandis qu'Antoine se perdait dans la splendeur du palais, lui façonnait un récit. Il se montrait à Rome comme l'homme de la mesure, celui qui respectait les dieux, les coutumes, la République. En silence, il préparait l'opinion, opposant la rigueur romaine à l'excès oriental. Peu importait qu'Antoine continuât à commander des légions ou à défendre les intérêts de Rome. Dans l'imaginaire collectif, il devenait l'absent, l'égaré, l'homme qui avait trahi ses origines pour suivre les caprices d'une reine. Antoine lui-même semblait osciller entre deux réalités. D'un côté, il conservait la vigueur du chef militaire, capable de reprendre les armes, de tenir tête aux ennemis. De l'autre, il s'abandonnait à une vie où les plaisirs avaient la saveur d'un royaume plus vaste que la guerre. Cette oscillation nourrissait son mythe, mais minait son autorité. Ses partisans l'admiraient encore, mais ses adversaires trouvaient dans chacun de ses excès une preuve de sa faiblesse. Dans les salles parfumées d'Alexandrie, il goûtait à une forme de grandeur qui n'avait plus rien de romain. Ses gestes n'étaient plus dictés par le Sénat ou par la tradition, mais par un rêve d'absolu partagé avec Cléopâtre. Ils se voyaient comme des souverains du monde, couple solaire qui redessinerait les frontières. Mais ce rêve n'était pas partagé au-delà du Nil. Aux yeux des Romains, cette union devenait une menace, presque une offense. Ainsi, le faste se changeait peu à peu en piège. Plus Antoine s'immergeait dans cette vie de roi, plus Octave le transformait en étranger. La passion, qui lui donnait une force nouvelle, devenait l'arme de sa ruine, car Rome, encore, attachée
à l'idée de sa propre austérité, ne pardonnait pas à un de ses fils de se laisser séduire par l'Orient. Entre ambition et abandon, Antoine avançait dans une illusion dont il ne voyait pas encore les contours. L'Égypte lui offrait une couronne invisible, mais Rome préparait déjà le procès de sa mémoire. Ce qu'il croyait être une alliance sacrée avec Cléopâtre devenait, aux yeux du monde, le signe d'une déchéance. Et dans ce contraste se dessinait sa chute, l'image d'un général qui avait conquis par l'épée, mais qui se perdait dans les mirages d'un empire rêvé. Au large d'Axiom, le destin prit la forme d'un vent contraire. Les flottes d'Antoine et de Cléopâtre faisaient face à celles d'Octave, rangées avec une discipline froide, patiente comme un piège qui se referme. Antoine avait encore l'ardeur du soldat et la confiance du chef de guerre, mais cette fois, son élan ne suffisait plus. L'affrontement s'étira, hésitant, puis se brisa en un instant décisif. La fuite soudaine des navires égyptiens, suivie par Antoine lui-même. Ce geste, qu'on dirait instinctif, fut compris comme une désertion. L'armée livrée à elle-même se disloqua. Ce qui aurait pu être un triomphe devint un désastre. De cette journée, l'histoire retint moins les coups d'épée que le silence amer des légions abandonnées. Antoine, jadis figure de bravoure, paraissait désormais emporté par une force qu'il ne maîtrisait plus. Ses partisans se dispersaient, ses provinces s'effondraient, son nom se couvrait de reproches. Rome, informée par Octave, vit en lui non un vaincu, mais un traître déjà jugé. Ainsi commença la lente descente, non pas une chute brutale, mais une érosion, une succession de renoncements et de pertes. Il trouva refuge en Égypte, auprès de Cléopâtre. Alexandrie, qui lui avait offert naguère l'ivresse des illusions, devint sa dernière forteresse. Là, loin du tumulte de Rome, il vécut encore quelques mois comme dans une bulle, entouré de richesses qui n'étaient plus que des paravents face à l'inévitable. Les fêtes continuaient, mais elles sonnaient creux. Les murs du palais brillaient, mais chaque reflet rappelait la fragilité de leur monde. Le couple régnait sur un royaume assiégé, suspendu à une espérance qui s'effritait jour après jour. Antoine oscillait entre orgueil et désespoir. Parfois, il parlait encore de reprendre les armes, de rallier des alliés, de reconquérir son rang. Mais plus souvent, il se laissait glisser dans le silence, comme un homme qui sait que son histoire touche à sa fin. Cléopâtre, toujours reine, cherchait à négocier, à sauver son trône et ses enfants. Lui, désormais, n'avait plus qu'une certitude. Il resterait fidèle à celle qui avait partagé ses grandeurs et ses égarements. Lorsque la nouvelle tomba que les forces d'Octave s'approchaient, l'illusion s'acheva. Antoine, trompé par une rumeur qui annonçait la mort de Cléopâtre, choisit de ne pas survivre à cet abandon. Dans le tumulte de ses émotions, il se frappa de son épée. Geste ultime d'un Romain qui refusait de tomber entre les mains de ses ennemis. Agonisant, il fut porté auprès d'elle, encore vivante. Leur dernière rencontre se fit dans le sang et les larmes, entre l'amour et le désespoir, image poignante d'une fidélité qui dépassait la raison. Peu après, Cléopâtre suivit son chemin, refusant à son tour de devenir un trophée pour Octave. Ainsi s'éteignit Marc-Antoine, figure à la fois héroïque et perdue. Héros, parce qu'il avait vécu avec une intensité que peu d'hommes connaissent, soldat valeureux, compagnon de César, amant passionné. Perdu, parce qu'il n'avait jamais su concilier ses élans contraires,
le devoir romain et l'attrait de l'Orient, la discipline militaire et l'abandon des plaisirs, la fidélité à César et la séduction de Cléopâtre. Il était tout cela à la fois, sans jamais parvenir à les unir. Rome, en le condamnant, condamnait aussi une part d'elle-même. Car Antoine n'était pas seulement un homme emporté par ses excès, il était le miroir des contradictions de la cité. Rome se voulait austère, mais elle rêvait de richesse. Elle prônait la vertu, mais s'abandonnait à la conquête. Elle glorifiait la discipline, mais admirait la démesure. Dans la figure de Marc-Antoine, ces tensions éclataient au grand jour, trop visibles pour ne pas inquiéter. Sa mort ne fut pas seulement celle d'un général défait, mais celle d'une époque. Avec lui, disparaissait le dernier souffle de la République déjà moribonde. Octave, futur Auguste, allait régner seul et donner à Rome un visage nouveau, celui d'un empire stable, ordonné, mais plus froid, moins ardent. Antoine, lui, restait dans la mémoire comme une brûlure, une légende tissée de gloire et de perte, une vie vécue sans mesure, consumée par la passion. Et peut-être est-ce cela, au fond, qui continue de fasciner. Car si Octave fonda un empire durable, c'est Antoine qui demeure dans l'imaginaire comme le symbole d'une humanité fragile, emportée par ses désirs, incapable de se limiter, mais toujours fidèle à ce qu'il aimait. Un homme qui, dans sa chute, nous rappelle que les grandeurs véritables portent toujours en elles la trace de leur propre destruction.